Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 15 juillet 2025, il est 21h à Riyad et vous regardez les GGMO, la meilleure émission de débat du paysage audiovisuel français, n'ayons pas peur de le dire. Au programme de ce soir, des partis orthodoxes en rébellion, des réfugiés gazaouis en France et Manodé, la France qui menace Israël et Benyamin Netanyahou. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne émission. 68 moins 7 qui font 61. 7 députés orthodoxes ont claqué la porte de la coalition dirigée par Benyamin Netanyahou. 68 moins 7 qui font 61. 61 députés suffisent pour que le gouvernement tienne. Enfin, tout dépend des 11 députés du Chasse. Le parti orthodoxe séfarade menace de claquer la porte d'ici la fin de la semaine. Vous êtes perdus dans les chiffres? Les GGMO vous éclairent dans quelques minutes. Nous exigeons du gouvernement israélien qu'il mette fin au blocus financier sur l'autorité palestinienne et qu'il renonce au projet de colonisation E1 qui porterait un coup fatal à la solution à deux États. Cette déclaration est signée Jean-Noël Barrot et je sens qu'elle agite déjà nos GGMO en plateau. C'est la décision de justice la plus commentée en France ces derniers jours. Une Gazaoui obtient le statut de réfugié en raison des persécutions de l'armée israélienne à l'encontre des Palestiniens. Quelles seront les conséquences de cette décision? Je poserai la question au GGMO. C'est le rendez-vous le plus attendu de la soirée, la divulgation des résultats de la consultation publiée sur X hier soir. Et c'est la nouvelle recrue de la bande, Marc Warnod, qui l'emporte devant David Antonelli, Myriam Palomba et Yoram Salamon avec 52% des voix. Bravo Marc, vous avez gagné votre place pour la saison prochaine. Et ils seront toujours là la saison prochaine autour de ce beau plateau. Enfin, je l'espère. Bonsoir Chaim Berkovitch. Bonsoir. Ça fait longtemps ? Ça fait un moment. Un mois à peu près que vous n'êtes pas venu. Comment allez-vous ? Je suis content de revenir. Vous étiez en voyage aussi dans ma ville de Sarcelles. Tout à fait, j'étais de passage à Sarcelles parce qu'il y a là-bas une partie de la communauté qui réfléchit et qui pense à faire de son alia. Est-ce que vous signez dès à présent pour une saison prochaine des GGMO ? Avec plaisir. Avec plaisir. En face de vous, Stéphane Blajman, prolongation de contrat au FC GGMO ? Oui, bien sûr, toujours. Il faut bien qu'il y ait des gens de gauche un peu chez vous. Eh bien évidemment. Et à Paris, j'ai nommé Monsieur Thomas Guénolé. Bonsoir, heureux de terminer la saison avec vous. Comment allez-vous Thomas ? Eh bien, je suis en pleine forme et c'est un plaisir réciproque, chers camarades. Et à vos côtés, bonsoir monsieur le député Julien Audoul. Les débats s'annoncent explosifs. Est-ce que vous avez préparé vos meilleurs arguments ? Quand il y a Thomas Guénolé sur le plateau, il faut toujours avoir quelques munitions. Exactement. Très bien messieurs, il est l'heure de passer au premier débat. Et si c'était la dernière fois que j'envoyais ce jingle, direction le pays de Bibi. Et j'ai entendu Stéphane Blajman dire Amen quand j'ai dit ça. Presque. 67 moins 7 moins 11, je vous propose un petit cours de mathématiques avec le meilleur professeur de la chaîne. J'ai nommé Dror Even Sapir et on en parle juste après. L'un des deux partis religieux orthodoxes a donc mis sa menace à exécution. Il a quitté la coalition et l'autre parti, le Chasse, pourrait suivre son exemple. Alors, est-ce que ça signifie que c'est la fin du gouvernement ? C'est pas certain. D'une part, parce que la démission des députés et des ministres du parti orthodoxe Yahudut Torah prendra encore un petit peu de temps pour être effective, encore une journée. Peut-être que c'est suffisant pour que Benyamin Netanyahou et les partis orthodoxes parviennent à une formule de compromis sur cette très délicate question de l'enrôlement des jeunes Haredim, des jeunes orthodoxes dans les rangs de l'armée israélienne. Et puis, dans 10 jours environ, la Knesset, le Parlement israélien, va entrer en période de congé, une période assez longue, qui va nous mener jusqu'en octobre. Et pendant cette période de congé parlementaire, il sera très difficile, voire impossible, de provoquer la chute du gouvernement par les voies classiques.
classique d'une motion de défiance. Donc il y a encore beaucoup de temps avant que le gouvernement véritablement ne chute. Et alors est-ce que c'est le début de la fin? Là c'est pas impossible, parce qu'un gouvernement minoritaire, tant qu'il n'est pas renversé, il peut gouverner, mais il ne peut pas légiférer, il ne peut pas faire adopter les lois qui lui tiennent à cœur. Donc ce n'est pas une situation facile. Et puis il y a une autre menace qui provient, elle, de l'aile droite du gouvernement. Si un accord sur la libération des otages, ou d'une partie des otages, est conclu, et qui impliquerait donc bien évidemment une période de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les partis dirigés par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir pourraient eux aussi à leur tour quitter le gouvernement. Zone de turbulence donc pour la coalition gouvernementale dirigée par Benyamin Netanyahou. L'avenir du pays dépend donc de 11 députés chasse. Quitteront ou quitteront pas? Alors d'abord, ça ne dépend pas des 11 députés de chasse, ça dépend des rabbins. Puisqu'ils ont dit, Derry a dit que ce seraient les rabbins qui décideraient. Donc normalement, on devra avoir une réponse demain. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme Dror a expliqué, on risque de se retrouver, si un accord est trouvé avec le Hamas pour la libération des otages, avec un gouvernement, avec un seul parti, le Likoud. Puisqu'il est très probable que Smotrich et Ben-Gvir quittent le gouvernement. Donc on se retrouvait dans une situation compliquée, et il y a quand même une chance, alors effectivement Dror a raison, on va avoir 3 mois de congé jusqu'au mois d'octobre, mais il y a quand même une possibilité de faire tomber le gouvernement avant. Donc ça risque d'arriver, on risque peut-être de faire tomber le gouvernement. C'est peut-être aussi l'intérêt de Benjamin Netanyahou que le gouvernement tombe maintenant et d'avoir des élections plus rapides, parce que si jamais on reste jusqu'au mois d'octobre, il va être obligé de négocier avec les partis orthodoxes et qu'il fait passer une loi qui permet toujours aux orthodoxes de ne pas faire l'armée, et que nous avons des élections très peu de temps après, le public ne l'oubliera pas, il risque de le payer très fort. Donc il va jouer entre ces choses-là, et on ne sait pas vraiment ce qui risque de se passer, mais vous savez très bien que moi je n'espère qu'une chose, un changement de gouvernement. Chaim Berkovitz, vous auriez préféré que ce gouvernement aille au bout de son mandat? D'abord, c'est pas dit que le gouvernement n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. On n'en est pas encore là. Vous savez, les retournements politiques dans notre pays, eh bien, on peut s'endormir avec des actions qui fonctionnent et se réveiller le matin avec autre chose. Ce qu'il faut regarder, moi je dis c'est dommage. D'abord, avant de regarder est-ce que le gouvernement va tomber ou pas tomber, parce que même si Chasse annonce qu'il quitte le gouvernement, il va pouvoir jouer et le faire pour une période de 8 mois à 10 mois, il va pouvoir le jouer. Ça, c'est des jeux politiques, on les a déjà vus par le passé. Donc le gouvernement peut rester encore très longtemps. Mais bon, on va dire on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire de faire tomber le gouvernement. Et moi, je voudrais dire à l'antenne aujourd'hui que c'est dommage. C'est dommage parce que le monde orthodoxe avait sa part à jouer dans ce qui s'est passé dans cette période très difficile depuis le 7 octobre, peut-être la période la plus difficile que nous avons connue depuis la création de l'État d'Israël. Et moi, je dis c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire partie. Ils auraient pu donner une contribution. Ils auraient pu se battre avec nos enfants, avec tous ceux qui sont partis, oui, tout simplement. Et c'est exactement ce que je veux dire. Et là-dessus, je dis c'est vraiment dommage. Et de faire tomber un gouvernement, de faire en sorte que certains députés, et vous comprenez très bien de qui je parle, restent au gouvernement parce que ils boudent, parce que c'est le terme, tout simplement parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité à des jeunes de rester chauffer des bancs. Eh bien, je trouve que franchement, c'est assez dommage. Je finis juste une dernière phrase. L'étude de la Torah, c'est très important. Mais c'est à côté, c'est autre chose. C'est très important, je ne suis pas contre. Il y a beaucoup de soldats qui aussi étudient la Torah et je suis pour. Mais là, on ne remplace pas l'un par l'autre. Lorsque nous sommes en danger, pour les téléspectateurs, ce sont les sionistes religieux. Les sionistes religieux, tout à fait, étudient la Torah, et ils font l'armée. Les orthodoxes, mais font l'armée et participent. Thomas Guénolé, 61 députés donc dans la coalition, vous avez fait le calcul comme moi, c'est une majorité fragile, mais c'est toujours une majorité sur 120 députés pour que Benyamin Netanyahou puisse encore se maintenir au pouvoir. Écoutez, on est sur une chaîne franco-israélienne avec un public très largement franco-israélien, donc on a vraiment un public qui sait déjà, du côté français, qu'on peut garder un gouvernement bâti sur une majorité qui n'est pas absolue et qui est même en fait une minorité à l'échelle du total de sièges de l'Assemblée, et que ça n'est pas nécessairement un problème. Donc déjà, comme l'a rappelé votre journaliste, il est très important de ne pas confondre dans les institutions d'Israël, il ne faut pas confondre
le fait de ne plus avoir la majorité absolue des sièges à la Knesset, ce qui n'est pas en soi un motif pour que le gouvernement tombe, je le répète, avec l'existence d'une majorité pour renverser le gouvernement. Ça fait l'objet d'un vote qui s'appelle une motion de défiance. Ça existe en Israël, ça existe en Allemagne, ça existe en Espagne. Il y a un certain nombre de pays où on a besoin de faire un vote spécifique pour renverser le gouvernement. Donc, c'est pas parce que vous avez des partis qui quittent le gouvernement qui sont pour autant prêts à assumer la responsabilité politique de faire tomber le gouvernement. Ce sont deux sujets différents. Donc moi, c'est ma première mise en garde sous l'angle de l'analyse politique. Après, deuxième élément qui me paraît plus important, je pense que le mode de scrutin de la Knesset est un obstacle à la paix dans la situation israélo-palestinienne. Je m'explique. Il y a, dans le mode de scrutin à la Knesset, il y a une seule circonscription nationale et c'est à la proportionnelle. Et le seuil à partir duquel vous avez le droit de participer au partage des sièges, il est extrêmement bas, c'est 3,25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par définition, quand vous essayez de faire une coalition majoritaire, vous devez nécessairement composer avec au moins une ou deux formations qui sont des extrémistes. Ou alors vous avez un bloc central. Donc, une grande coalition centrale. Donc, deux options, soit un bloc central qui repose nécessairement sur un consensus mou, et donc on n'avance pas, soit vous allez avoir un gouvernement idéologiquement plus cohérent sur une certaine ligne, mais il va être l'otage de formations extrémistes, voire complètement dingues, qui pèsent pas grand-chose dans le pays, mais qu'on est obligé de suivre pour que le gouvernement ne tombe pas. Et donc, je lance un appel sur votre chaîne. Par pitié, faites une réforme de ce mode de scrutin qui est une vraie saleté. Mettez un seuil de représentation à 5%, voire à 10%, pour qu'on garde une diversité politique, mais qu'on se débarrasse des purs tarés. Julien Audoul, est-ce une crise dont Israël aurait pu se passer en ce moment? C'est la guerre, on est encore dans des zones de perturbation, il y a des zones de guerre à Gaza, en Syrie, au Liban. Israël n'est pas en paix. Est-ce qu'on peut se permettre une crise politique? Alors, ce n'est pas une crise politique, c'est la démocratie. Et ça rappelle aux yeux du monde, et notamment aux pires détracteurs de l'État d'Israël, qu'Israël est une grande démocratie. Voilà, et donc ça témoigne de la vitalité démocratique de l'État d'Israël, qui en a connu d'autres, des séquences, des rebondissements. C'est un pays qui a une vie démocratique quelquefois haletante, quelquefois effectivement avec des majorités qui tombent rapidement, avec des coalitions. Mais très clairement, moi, à ma place de parlementaire français, je me garderais bien de donner des leçons en termes de réforme du scrutin, de réforme électorale à l'État d'Israël. Oui, ben très bien, c'est pour ça. Moi, j'attends déjà dans mon propre pays qu'on ait enfin la proportionnelle intégrale à toutes les élections pour avoir une juste représentation de tous les courants de pensée, parce qu'aujourd'hui, vous avez malheureusement des Français qui s'expriment dans les urnes et qui ne sont pas représentés au Parlement. Et encore une fois, moi, ce qui se passe en Israël rappelle singulièrement à tous les adversaires, à tous les comment dirais-je, les commentateurs haineux, qu'ils soient de l'extrême gauche, qu'ils soient islamo-gauchistes, que nous avons un petit pays qui est une grande démocratie et qui est la seule démocratie de cette région du monde, voilà, et qui est une vie démocratique où on peut se présenter aux élections, où on peut contester le Premier ministre, où on peut s'opposer, où on peut avoir des débats extrêmement heurtés au Parlement. Ça n'existe pas ailleurs et ça n'existe pas dans la bande de Gaza. Ça n'existe pas du côté palestinien et je pense que c'est très important de le rappeler. Israël est une démocratie avec une vie démocratique et la vie démocratique, c'est le clivage, c'est l'opposition des idées, c'est l'opposition des convictions et c'est très bien ainsi. Julien Audoul, un autre événement a marqué la politique israélienne hier soir. La procédure pour virer le député arabe d'extrême gauche Ayman Odeh de la Knesset a échoué. Il fallait une majorité de 90 députés et seuls 73 ont voté en faveur de son expulsion. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi des gens de l'opposition qui ont voté pour ce texte. Il avait été soutenu en France par le PCF et aux États-Unis par Bernie Sanders. Ça va dans votre sens, ça, cette histoire. Ça veut dire que, pour les gens qui ne le savent pas, Israël a des députés arabes israéliens. Exactement.
Exactement. À la Knesset, au Parlement israélien, on a toutes les tendances, on a toutes les convictions, on a tous les profils de parlementaires, toutes les voix peuvent s'exprimer, y compris des voix pro-palestiniennes, y compris la voix d'une solution à deux États. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une démocratie, une vraie démocratie, et un groupe terroriste totalitaire, le Hamas, qui n'admet aucune contradiction, aucune divergence et l'application stricte de la charia et d'une seule obsession qui est l'éradication du peuple juif. Donc vous voyez bien, et notamment, ça fait doucement rigoler en France quand certains nous parlent la main sur le cœur de droits démocratiques des Palestiniens, comme si le Hamas était un parti politique comme les autres. Non, aujourd'hui, la seule démocratie est celle qui fait vivre la démocratie, y compris en laissant des opposants et en laissant des adversaires de sa propre existence peut-être s'exprimer. Et c'est tout l'honneur de l'État d'Israël. Mais on voit bien la différence et le clivage, voire le gouffre qui existe entre l'État d'Israël et le Hamas. Chaim Berkovitz, vous déplorez, vous, le résultat de ce vote? Vous auriez préféré qu'Ayman Odeh soit expulsé de la Knesset? Bien évidemment, j'aurais préféré qu'il soit expulsé de la Knesset et qu'il soit jugé pour ses actes et qu'il soit jugé pour ce qu'il dit. Et lorsque j'entends Monsieur Thomas Guénol qui se permet... Thomas Guénolé. Guénolé, pardon, excusez-moi, je voulais pas écorcher le nom. Guénolé, voilà. Je vous en prie. Lorsque je vous entends dire que ce sont des extrémistes, entre guillemets, puis on sait de qui vous parlez, et qui font en sorte qu'on empêche d'avoir la paix dans ce pays, moi je vous dis tout simplement non. C'est plutôt des gens comme Ayman Odeh qu'on n'a pas de paix dans ce pays. Pour avoir la paix, monsieur, il faut qu'on ait deux partis. Pour avoir la paix, il faut qu'il y ait des gens en face qui veulent la paix. Or, les gens qui sont en face, et certains siègent même dans notre Knesset, dans notre assemblée. C'est dire à quel point nous sommes démocratiques. Pour avoir cette paix, eh bien, il faut tout simplement qu'ils ne soient plus assoiffés de sang. Nous avons en face de nous des gens qui sont assoiffés de sang. Nous avons eu le résultat le 7 octobre dans la bande de Gaza, mais nous avons eu aussi le résultat de cette autonomie palestinienne qui, depuis plus de 19 ans, continue à tuer. Vous savez, le résultat du nombre de personnes qui sont mortes par l'autonomie palestinienne, par des gens qui étaient dans l'autonomie palestinienne, en Judée-Samarie, on a autant de personnes, plus de 1300 personnes qui ont été assassinées, le même chiffre à peu près que nous avons eu dans la bande de Gaza. C'est dire les choses. Aujourd'hui, il faut bien reprendre la situation. La situation, il ne faut pas non plus trop s'éloigner du sujet non plus. C'est que les tarés, ce ne sont pas les personnes que l'on pense. Donc, les tarés, j'imagine que Thomas Guénolé parlait de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. Une réaction rapide sur le vote hier à la Knesset sur Ayman Odeh? C'est important. D'abord, ce que M. Guénolé a dit est totalement juste au niveau de l'excès de proportionnel qu'il y a en Israël. C'est une catastrophe. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a eu une période où le pourcentage pour accéder à la Knesset était encore plus bas que 3,25. Mais là, c'est beaucoup trop bas. C'est beaucoup trop bas. Ensuite, c'est une grande victoire de la démocratie israélienne de ne pas avoir rejeté un député qui n'a pas les mêmes idées que tout le monde. C'est tout sauf un terroriste. C'est-à-dire que ceux qui l'ont appelé comme terroriste, cette personne n'est pas un terroriste. Cette personne désire la paix. On peut être d'accord. Je ne vous ai pas interrompu. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses idées, mais il faut avoir ces gens-là aussi, les écouter. Ils représentent des gens. Et je vais vous dire, on peut il n'est pas plus terroriste de cette minorité. On peut avoir d'autres représentants. Laissez-moi terminer. Le gong. Rebecca Le Gong. Pour moi, des Smotrich et des Ben-Gvir ne sont pas moins dangereux pour Israël. Ce sont des gens. On ne peut pas comparer. D'ailleurs, je suis désolé que Ben-Gvir a été jugé par l'État d'Israël. Et pourtant, aujourd'hui, il est ministre. Et pourtant, c'est le ministre. Et bien, c'est justement le problème. C'est le problème. C'est à cause de la proportionnelle qu'il est ministre. Et c'est une honte pour Israël d'avoir une personne comme ça. On s'entend plus. Écoutez, je suis pas une personne qui veut défendre Ben-Gvir aujourd'hui. Je vote pas pour Ben-Gvir, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Ben-Gvir, c'est pas à cause de lui qu'on a des problèmes dans le pays. On peut pas. Allez, faut pas s'éloigner du sujet. C'est aussi à cause de lui. Messieurs, j'aimerais entendre Thomas Guénolé sur ce vote sur Ayman Odeh, s'il vous plaît. Oui.
Oui, je suis content qu'on parle des Arabes israéliens. C'est un sujet qui est insuffisamment abordé et ça me permet aussi de répondre par la même occasion sur ce sujet à ce qu'avait dit Julien Audoul, parce que j'ai un désaccord avec lui sur ce sujet qui est très important, c'est de qualifier Israël de démocratie. Je ne suis pas d'accord. Israël n'est pas une démocratie. Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. Pas possible. Julien, je vous ai interrompu. Oui, on peut pas dire ça. Je vous donne des exemples. Non, mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, c'est fait. Je vais vous donner des on argumente. Oui, je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être juste dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs. Excusez-moi, les mots ont un sens. Ça veut dire que les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Deuxième exemple, en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça, peut-être? Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Et je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité d'après la Convention internationale de 1973. Donc oui, on a un problème. Israël est une démocratie. Je peux répondre. Je termine juste et je vous rends la parole volontiers. Israël est une démocratie libérale au sens politique du terme. Je suis d'accord avec vous, à condition de ne pas être arabe. Julien Audoul, juste avant, Julien Audoul, juste avant que vous répondiez, j'ai donné des faits, vous allez avoir la parole, mais je tiens simplement à rappeler, et les gens qui sont ici autour de moi en plateau le savent, i24 News émet également en arabe. Le directeur de la chaîne internationale, c'est-à-dire mon directeur, Ali Waked, est un arabe israélien de Yafo, et nous avons des collègues ici arabes israéliens qui, eux, vous diront... Il a moins de droits que vous, Raphaël. Je ne pense pas qu'il dirait ça. Je ne pense pas qu'il dirait ça, mais allez-y, Julien Audoul, je vous écoute. Non, mais c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Allez-y, Julien Audoul. Je vais essayer d'être factuel également parce que c'est important. Et moi, je ne supporte plus les caricatures qui visent à salir et qui alimentent la violence et par conséquent l'antisémitisme dans notre pays. Il faut rappeler ce qu'est un État d'apartheid. Un État d'apartheid, c'est l'Afrique du Sud des années 80. Un État d'apartheid, un État ségrégationniste, c'est les États-Unis des années 50. Les États-Unis des années 50, voilà. Donc il faut prendre des exemples. Très clairement, quand vous regardez la situation en Israël, il n'y a aucun État d'apartheid qui laisse des citoyens arabes israéliens devenir des représentants du peuple et s'exprimer à la tribune et avoir une part de la souveraineté nationale. Voilà, c'est un exemple éclatant. Autre exemple, dans l'armée, il y a bon nombre de citoyens arabes israéliens qui ont combattu, qui combattent, et dont certains d'ailleurs ont été victimes après dans la guerre contre les terroristes du Hamas. Beaucoup d'ailleurs ont été en première ligne pour défendre leur pays, leur État, leur liberté et leurs valeurs. Voilà. Donc cet exemple de l'armée qui est emblématique, montre bien qu'il y a un amalgame et qu'on est dans le cadre d'une armée démocratique ouverte. Et vous n'avez pas, excusez-moi, en Israël, vous n'avez pas des quartiers qui sont réservés. Non, vous n'avez pas des quartiers qui sont réservés. Vous n'avez pas des services publics qui sont réservés. Vous n'avez pas des établissements. Non, c'est faux. Mais c'est faux. Les écoles sont séparées. Mais non, mais c'est faux, c'est faux. Donc voilà. Donc excusez-moi, mais c'est le seul État juif du monde et cet État juif. On va entendre Stéphane Bergman. Voilà. Allez-y. Attendez, moi je vais vous répondre. Effectivement, il y a des communautés réservées à un certain type de citoyens. Et moi, qui suis un juif laïque, je ne serai pas accepté, mais c'est parce que je ne corresponds pas à cette communauté. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou arabe. Ensuite, je vous rappelle que le président... Mais c'est pas de l'apartheid du tout. Je vous rappelle, par exemple, que le président de l'État d'Israël a été envoyé en prison par un juge de la Cour suprême qui était un Israélien arabe. Les Arabes ont exactement les mêmes droits en Israël que les Juifs. Vous vous trompez complètement. Ça, c'est faux. Vous vous trompez complètement. Je peux vous le dire. Écoutez,
Vous n'allez pas venir nous donner des leçons. Moi, je suis un juif de gauche, je suis pour deux pays, je suis ici considéré par certains comme pratiquement un anti-israélien, mais je peux vous dire que ce que vous dites, au contraire, vous disqualifiez tout le discours que la gauche israélienne veut amener pour qu'on ait deux États, qu'on puisse avoir une paix. En parlant d'Israël en tant qu'État d'apartheid, vous vous disqualifiez complètement, je suis désolé. Chaim Berkovitz. Non, ça sert à rien de donner. C'est pas moi qui ça le sert dis, à rien excusez-moi. de donner encore des C'est exemples. Volo. On pourrait parler de C'est tous les faux. médecins. C'est On pourrait parler de tous les médecins qui sont des médecins arabes parce qu'on leur donne de priorité en leur donnant une possibilité de rentrer et de faire des études alors qu'ils n'ont pas fait leur service militaire, alors qu'ils n'ont pas les points requis que demandent les universités pour faire. On pourrait parler pendant des heures. Moi, je pense que votre discours, ça fait partie du discours mensonger qu'on essaye de faire passer en Europe de la même façon qu'on va faire passer que Israël est un État apartheid. Tout le monde le sait que c'est faux. De la même façon qu'on va parler que c'est un État qui fait un génocide alors que c'est faux. Ça sert à rien de vous répondre. Moi, je pense que vous devriez avoir honte de parler de la sorte. Chaim, juste une chose importante. Quand on demande à un arabe israélien, est-ce que vous auriez envie de devenir palestinien? Et il vous dit, ah non, non, non. L'exemple même, c'est qu'à Hebron. L'exemple même, c'est qu'à Hebron, nous avons, excusez-moi, l'exemple même, à Hebron, nous avons plusieurs chefs de clans arabes qui demandent tout simplement de ne pas faire partie de l'autorité palestinienne et de rejoindre Israël. Mais oui, c'est parce que c'est un État d'apartheid. Mais quand je disais un État palestinien, je dirais dans l'imagination qu'on ait deux États qui sont en paix. Non, non, mais qui sont en paix. Ces mêmes arabes israéliens ne désirent pas devenir palestiniens. Ils vous disent, en Israël, je suis protégé, les lois me protègent, je travaille, j'ai une liberté que je n'aurai jamais dans un État palestinien. Et je rappelle que dans cette émission, nous recevons toutes les semaines un membre du parti d'Ayman Odeh, que vous connaissez très bien, Amir Badran, qui est avocat et conseiller municipal à la mairie de Tel Aviv.